Alors, je crois que l'enregistrement est bel et bien parti, hein? Oui, c'est parti, on le voit. Il ne faut vraiment pas que je me trompe. C'est bon? OK, super. Donc, écoutez, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Mon nom, c'est Isabelle Renaud. Moi, je suis la responsable de la santé, pas de la santé, de la sécurité, voyons. Non, ça, c'est Annie. Moi, je suis responsable de l'éducation à la FPC Québec. Hein, il est tard, hein, la journée était longue. Écoutez, d'entrée de jeu, on a pris des bonnes habitudes. J'aimerais vous mentionner que, bon, on se trouve un petit peu partout au Québec, mais moi, je me trouve à Terrebonne, qui est sur le territoire de la nation Abénaki, territoire non cédé. Puis c'est un lieu qui était propice pour les rassemblements et les échanges. Un peu qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Le sujet du webinaire qu'on va présenter, c'est un sujet qui est très important. On va parler du fameux PL 59, la loi, hein, le fameux projet de loi sur la modernisation de la santé et sécurité au du travail. Écoutez, je pense que j'exagère pas si je dis que ça va faire 40 ans qu'on attend qu'ils réforment cette loi-là. Et ce qu'ils viennent de nous mettre sur la table, c'est carrément décevant, c'est inacceptable et je dirais même que ça représente un recul pour les travailleurs et les travailleuses. Alors, pour nous entretenir de ce sujet-là, Annie Landry, qui est la directrice de la santé et sécurité de la FTQ, a accepté de prendre un moment pour échanger avec nous, mais dans un angle particulier. Et cet angle-là, c'est, écoutez, cette loi-là, c'est une loi qui est faite par le gouvernement du Québec. Alors, on va regarder spécifiquement comment est-ce que cette loi québécoise-là vient toucher les travailleurs et les travailleuses qui sont sous juridiction fédérale, en l'occurrence, vous. Et la semaine prochaine, on va faire un autre webinaire avec Annie pour nos sections locales qui sont sous juridiction provinciale. On commence à être un petit peu habitué là, de faire de la formation en ligne, faire des webinaires et tout ça, mais je vous rappelle quand même quelques consignes pour que tout se déroule bien ce soir. Donc, on vous demande de garder votre micro en mode sourdine durant la présentation. Annie va vous parler pendant une quarantaine de minutes et à la fin, on va réserver une période de questions. Donc là, ça sera possible pour vous d'intervenir, de poser vos questions directement, soit via le chat, soit en levant votre petite main virtuelle. Et également, ce n'est pas parce qu'on fait des choses en ligne que ça n'en est pas moins des activités de l'AFPC. Donc, comme vous le savez, dans toutes nos activités, aucune forme de harcèlement va être tolérée. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous pouvez me faire signe via le clavardage, via le chat. Et ça va me faire plaisir de régler la situation meilleure de mes connaissances. Donc, ceci étant dit, je ne prends pas plus de temps pour vous parler parce qu'il y a trop de choses importantes à dire ce soir. Avant de céder la parole à Annie, je vais donner la parole à Yvon qui va vous dire quelques mots. Donc, Yvon, à toi la parole. Bon, mais cette fois-ci, j'ai pensé à peser sur le micro. Écoutez, 50 minutes, c'est vraiment pas assez long. D'un, merci beaucoup, Annie, d'être avec nous. Merci, Mélanie, puis Isabelle. Merci d'avoir organisé cette activité-là. Je vois juste la première ligne, que ce soit Hugo, que ce soit Lise, que ce soit Gérald. En tout cas, j'avais le goût de dire bonjour à tout le monde, mais on va laisser faire. Je vais être bref. Écoutez, je vais être bref. Je n'avais donc effectivement très long à dire, mais vous savez que cette loi de la santé et sécurité, là, j'ai été longtemps extrêmement fier lorsque j'étais avec mes collègues des autres provinces en disant hey, vous savez, là, nous autres, la loi de la santé et sécurité, c'est depuis 1979. Là. Mais cette loi était due à être changée. Elle vieillissait mal. Tu sais. Elle avait fait son temps. On se devait là, de la réformer, on se devait là, de l'améliorer, puis on se devait de l'actualiser là, pour qu'elle reflète enfin la réalité, puisque pensez juste au télétravail. Là, la CAQ l'avait promis. Hein? J'ai rencontré avec d'autres vice-présidents de la FTQ en décembre le ministre Boulet. Écoutez, là, on l'a questionné là, sur plusieurs aspects. Il était, à chaque fois, je vous le dis, là, sans réponse. Il a fini par dire, là, écoutez, je vais faire un petit peu de politique, je vais être un petit peu méchant. Il a fini par dire, là, puis je me souviens très bien de ses paroles, vous savez, je vous écoute,
J'en prends bonne note et sachez que je suis un ami des travailleurs. Je suis un ami des syndicats. Écoutez, c'est la même phrase qui m'a servi en 2018 lorsque je l'ai rencontré pour le conflit, en 2019, excusez, en 2019, pour le conflit de l'ABI. Il m'avait servi la même phrase. Est-ce que faites quelque chose pour les travailleurs et travailleuses d'ABI? Absolument pas. Sa base de référence est toujours l'argent. C'est toujours l'économie d'argent. Puis là, je pense qu'Annie va nous en faire mention. Elle va nous parler des médecins traitants, elle va nous parler des femmes enceintes. Mais prenez juste l'exemple des femmes enceintes. Moi, je viens du service correctionnel, vous le savez. On s'est battu pendant 5 ans pour avoir des retraits préventifs pour les femmes enceintes qui travaillaient dans le milieu carcéral. Donc, c'est assez épouvantable. Ça a pris des années. Aussitôt, finalement, qu'on a su qu'une femme était enceinte, on a réussi à lui donner un autre emploi qui était à l'extérieur d'un pénitencier, loin des détenus. Mais on avait toujours ce spectre-là qui disent « Ah, mais la loi du Québec, bien nous… » Mais la loi du Québec va changer tous les paramètres au niveau des femmes enceintes et du retrait préventif. Donc, est-ce qu'on va devoir se rebattre encore une autre fois, soit à la Défense nationale, soit dans des endroits problématiques comme les douanes ou les pénitenciers? On ne le sait pas. Mais mieux qu'on est informé, mieux qu'on agit, plus qu'on va avoir du succès. Ce qui a été plaisant, c'est que la FTQ a vraiment eu une grosse campagne. Et ce week-end, vous avez dû lire dans la presse et dans Radio-Canada, déjà, le ministre Boulet dit « Ah, je vais possiblement faire quelques petits changements. Il y a déjà des améliorations mais c'est des petits pas qu'on a fait à date, mais les plus grands restent à venir. » Isabelle, merci beaucoup. Annie, je te laisse le plancher. En fait, je laisse le plancher à Isabelle pour qu'elle laisse à Annie. Et je trouve ça tellement important que Annie, je vais être avec toi jusqu'à la toute fin. Merci beaucoup, Yvon. Alors, Annie, je vais t'inviter, si tu veux, à enlever ton micro en mode sourdine et à procéder peut-être directement à un partage d'écran parce qu'elle nous a préparé un document que je tiens à préciser. Annie a accepté qu'on vous partage après la présentation. Donc, tout ce que vous allez voir ce soir-là, ne vous dépêchez pas à prendre des notes. Concentrez-vous sur ce qu'elle va dire. Vous allez avoir tout ça entre vos mains après la présentation. Donc, Annie, le partage d'écran fonctionne, tout est sous contrôle. Alors, je te donne la parole. Merci Isabelle, merci Yvon pour la belle présentation. En fait, puis là, j'espère que vous avez Clément, c'est la première fois que je teste juste le volet réparation que je m'adresse à des gens au niveau fédéral. Donc, j'espère que j'ai bien estimé le temps. Donc, comme Yvon a dit, Isabelle, ça fait longtemps qu'on attendait cette modernisation-là. La FTQ, ça fait longtemps qu'on fait des revendications pour que le régime en santé et sécurité soit modernisé. La particularité pour les gens qui sont sous la législation fédérale, c'est que vous, en prévention, c'est la partie 2 du code qu'on appelle, qui s'applique à vous. Mais au niveau de la réparation, lorsque vous avez une lésion professionnelle, c'est tout le volet de la LATMP, de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles du Québec qui s'applique à vous. Donc, et c'est là que je vais essayer de vous expliquer comment ces modifications-là peuvent vous impacter si on ne fait rien pour faire changer le projet de loi qui est sur la table présentement. Puis en parenthèse, je vais quand même vous faire une petite intro sur au niveau prévention parce que je pense qu'ils vont le mentionner, entre autres, pour le retrait de la femme enceinte. Il y a des changements, puis je sais que ça fait longtemps qu'on revendique que le retrait préventif de la femme enceinte s'applique de manière égale au niveau fédéral. Donc, ça peut vous intéresser à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi au niveau de la prévention, puis aussi savoir aussi, quand vous allez entendre parler de la campagne contre le projet de loi 59, qu'est-ce qu'il en retourne précisément. Donc, il faut savoir que le projet de loi dont on parle présentement, c'est un projet de loi qui a été déposé le 27 octobre 2020. Il a été remis à plusieurs fois là, au dernier congrès de la FTQ. On nous avait annoncé qu'il devait être déposé la semaine suivant le congrès. Finalement, on nous avait dit
à l'autre session parlementaire. Puis là, ben, la COVID est arrivée, donc il y a eu encore une autre remise pour finalement être déposée le 27 octobre 2020. C'est un immense projet de loi. Ça contient 293 articles qui touchent autant la LSST, qui est la loi sur la santé et sécurité du travail, qui est la loi en prévention, que la LATMP, qui est la loi qui s'occupe de la réparation. Mais il y a aussi d'autres règlements qui sont touchés parce que les deux lois, et la LSST et la LATMP, ont plusieurs règlements qui y sont rattachés. Et ça touche aussi, entre autres, certains aspects des normes du travail, là, mais ça, c'est un peu plus technique. Je n'irai pas dans ce volet-là, mais sachez que c'est énorme comme projet de loi. On a passé en commission parlementaire le 20 janvier dernier. Donc, c'est Daniel Boyer et Simon Lévesque de la FTQ Construction qui ont été en commission parlementaire. Le mémoire a été rédigé pendant le temps des fêtes et a été déposé là, à la commission. Donc, ça aussi, il est disponible sur le site Internet de la FTQ, le mémoire de la FTQ sur le projet de loi. C'est Daniel Boyer qui m'a dit combien j'avais fait de recommandations. Je pense 45 recommandations là, de modification du projet de loi. Il y en a certaines recommandations qui font un tout pour arriver au point qu'on voulait. Et il faut savoir que les positions de la FTQ qui se retrouvent dans le mémoire ont été rédigées après une consultation d'un groupe de travail qui a été formé à la FTQ, donc qui regroupait plusieurs personnes représentant des affiliés là, qui sont spécialisés en santé et sécurité, puis qu'on a fait l'analyse article par article du projet de loi. Et donc, on a terminé les travaux le 17 décembre et c'est pour ça que pendant Noël, j'ai rédigé le mémoire. Chose importante à comprendre, pourquoi est-ce qu'on a un régime en santé et sécurité qui prévoit la réparation des lésions professionnelles? C'est qu'historiquement, on a fait un compromis. Au début du 20e siècle, il faut savoir que la situation, c'était que les travailleurs et travailleuses qui se blessaient au travail devaient poursuivre leur employeur pour recevoir une certaine indemnisation. Et donc, c'était très compliqué pour les personnes de faire valoir leurs droits très coûteux, très longs. Et de l'autre côté, les employeurs risquaient de faire faillite si les travailleurs et travailleuses gagnaient et que l'employeur devait payer des sommes importantes. Donc, il y a eu un compromis historique qui a été fait. Et ce compromis-là, ça a été fait, entre autres, par le juge Méridite suite à une commission qui a eu lieu en Ontario. Et lui, il a déterminé 4 aspects qui devaient régler le problème. Donc, il devait avoir, c'est un régime qui permettait la réparation et l'indemnisation des lésions professionnelles qui devait être sans égard à la faute, financé par les employeurs, mais qui était géré par un organisme indépendant. En échange de ça, les travailleurs et travailleuses n'ont plus le droit de poursuivre leurs employeurs. Donc, on perd le droit. Si vous tombez sur le trottoir parce qu'il y a mal de déneiger, déglacé, bien, on peut poursuivre la ville. Mais nous, si on se blesse au travail, on ne peut pas poursuivre notre employeur. Et ça, c'est parce qu'il y a eu le compromis historique qui existe toujours. Et c'est pourquoi que c'est les employeurs qui cotisent à la CNESST. C'est eux qui financent le régime. Puis nous, on doit être indemnisés sans égard à la faute et une indemnisation automatique. Donc, idéalement, c'est qu'on a, on a accès à une indemnisation et une réparation le plus facilement, le plus rapidement possible, et c'est financé par les employeurs. Ça, c'est vraiment la LATMP qui représente ce compromis historique-là. Donc, vous avez peut-être compris, il y a 2 volets au régime santé-sécurité. Donc, quand on parle d'une modernisation du régime, on parle du volet prévention, qui est la LSST, la loi sur la santé et sécurité du travail. Et l'autre volet, c'est la réparation, qui est la LATMP, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Au niveau de la prévention, la FTQ a quand même des revendications depuis 40 ans, parce qu'il faut savoir que la LSST a été adoptée en 1979 et n'a jamais été vraiment modifiée depuis ce temps-là, à part quelques petites choses, mais dans sa substance, ça n'a jamais été modifié. Et donc, nous, ce qu'on demande depuis 40 ans, c'est l'application des 4 mécanismes de prévention qui sont le représentant à la prévention, donc qui est le représentant des travailleurs qui se promènent dans le milieu de travail pour connaître les enjeux des travailleurs, c'est quoi la réalité, qu'est-ce qu'il y a à modifier. Il y a le comité de santé et sécurité, donc qui est un comité paritaire avec autant de représentants des travailleurs, travailleuses que de représentants patronales.
Le programme de prévention, qui est un programme qui est rédigé par l'employeur, mais dont le comité santé-sécurité a un droit de regard pour dire qu'est-ce qui doit être fait dans le milieu de travail, quels sont les risques présents, puis comment on les prévient, qu'on les réduit ou qu'on les enlève carrément, parce que l'objectif de la LSST, c'est d'abord la réduction à la source des dangers. Donc, d'éliminer les dangers le plus possible dans les milieux de travail. Et finalement, il y a le programme de santé. Le programme de santé, c'est un programme qui est établi par la commission de la CNESST, dans le fond, qui est un programme qui dit pour des grands secteurs, c'est quoi les risques. Par exemple, dans le secteur de la construction, pour la région de la Montérégie, du sud de la province, le programme de santé pourrait dire aux employeurs d'être particulièrement attentifs aux coups de chaleur, aux contraintes thermiques en été, puis de s'assurer que les employeurs ont quelque chose de prévu pour tenir compte de ce risque-là dans leur programme de prévention. Donc, le programme de santé, c'est vraiment, ça indique aux employeurs qu'est-ce qu'ils devraient tenir compte pour leur secteur dans leur programme de prévention. Et finalement, la dernière revendication, bien, ça, c'est les 4 mécanismes qu'on veut que s'appliquent à tout le monde de manière égale parce qu'il faut savoir que présentement, c'est juste 11,3 des travailleurs et travailleuses du Québec qui ont accès à ces 4 mécanismes-là parce que l'application de la loi avait été prévue selon des secteurs prioritaires et on n'a jamais été capable que la loi s'applique à l'ensemble des secteurs. C'est juste 2 groupes prioritaires qui sont visés par les 4 mécanismes. Et la dernière revendication historique de la FTQ, c'est qu'on veut le maintien du retrait préventif de la femme enceinte tel qu'il existe présentement. Donc, ça, parce qu'on sait que ça fait longtemps que les employeurs veulent retirer le retrait préventif de la femme enceinte de la LSST. Au niveau de la LATMP, en réparation, donc là, on couvre autant les travailleuses sous législation provinciale que ceux sous législation fédérale. Donc, ça, c'est vraiment le régime de réparation qui s'applique à vous présentement lorsque vous vous blessez au travail. Les principales revendications de la FTQ, il y avait l'application de la LATMP à tous, parce qu'il faut savoir que présentement, les travailleuses domestiques sont exclues du régime. Les travailleurs de la construction ne peuvent pas cotiser à leur régime de retraite, contrairement aux autres travailleurs et travailleuses qui se blessent, qui peuvent continuer à cotiser s'ils payent les 2 parts à leur régime de retraite. On veut aussi une déjudiciarisation du système actuel parce qu'il faut savoir que c'est très long. Si on a à contester une décision, ça peut être assez complexe rapidement et ça peut être très long. Donc là, il y a l'abolition de la DRA du BEM. Ça, j'y reviens plus tard parce que j'essaie d'expliquer au fur et à mesure les acronymes. Donc, je vous expliquerai c'est quoi la DRA et le BEM dans les autres diapositives. Et dernière revendication, c'est la mise à jour de l'annexe 1 sur les maladies professionnelles. L'annexe 1 est une annexe à la LATMP qui prévoit une liste de maladies qui donne une présomption pour ta maladie professionnelle. Donc, si tu souffres, par exemple, d'un mésothéliome, ben, le mésothéliome fait partie de la liste des maladies présentes à l'annexe 1, mais c'est plus facile de faire reconnaître ta maladie professionnelle parce que la CNESST va prendre pour acquis que puisque c'est un mésothéliome, puis que si tu as une exposition à l'amiante, c'est automatiquement une maladie professionnelle. Ce n'est pas à nous à faire la preuve que c'est une lésion professionnelle, c'est à l'employeur à renverser la preuve. Donc, et cette annexe-là n'a pas été mise à jour depuis 1985. Il faut savoir qu'elle contient actuellement 45 maladies professionnelles à l'Organisation mondiale de la santé puis l'OIT, l'Organisation internationale du travail. La liste qu'ils proposent en contient de mémoire, là, je pense que c'est 115, 120. Je l'ai rédigé pendant le temps de Noël, là, je l'ai mis dans le mémoire, mais c'est plus d'une centaine de maladies. Donc, on a quand même un grand retard à rattraper à ce niveau-là. Au niveau de la prévention, là, je vais faire une petite parenthèse, comme je vous ai dit, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de la prévention, pour que vous sachiez qu'est-ce que ça contient quand même. Il y a l'application des mécanismes de prévention à une plus grande partie des travailleurs et travailleuses du Québec, incluant le secteur de la construction qui était exclu, là, qui n'avait pas de mécanisme de prévention jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi l'introduction dans l'obligation de l'employeur, l'obligation d'assurer la protection des travailleuses et travailleurs dans les situations de violence physique et psychologique, incluant la violence conjugale. Donc ça, vous, au niveau fédéral, là, au niveau de la violence conjugale, ça vient d'être mis en vigueur là,
votre loi. Fait qu'on essaie de rattraper ce retard-là parce que c'est une disposition qui existe dans plusieurs autres provinces et au fédéral aussi. Il y a aussi l'introduction de termes liés aux risques psychosociaux. Donc, et ça, c'est aussi vrai au niveau de la réparation. Donc, on a introduit les termes risques psychosociaux. Il faut savoir que dans les faits, c'était déjà reconnu par la jurisprudence, donc ça s'appliquait déjà. Les employeurs avaient l'obligation de faire de la prévention autant d'un risque physique que psychosociaux, mais là, ça va être plus précis puisqu'on introduit les termes dans la loi. Ce qui est problématique avec la prévention, c'est que pour les mécanismes de prévention, ils introduisent aussi des niveaux de risque qui sont déterminés à partir du débours des lésions professionnelles, donc combien ça coûte par secteur de travail aux employeurs pour indemniser les lésions professionnelles, ce qui fait qu'il y a le maintien de la discrimination systémique envers les femmes parce que historiquement, tout ce qui est maladies professionnelles chez les femmes sont moins étudiées, moins reconnues. Il y a beaucoup de sous-déclarations, donc ça coûte moins cher d'indemniser les femmes parce qu'on n'est pas capable de se faire reconnaître. Donc, automatiquement, on demeure dans des secteurs dits à risque faible selon le projet de loi parce qu'il y a une discrimination systémique qui existe et qui serait reportée dans le nouveau régime. Il y a aussi des délais importants avant que les mécanismes de prévention soient appliqués, donc jusqu'en 2025 pour les niveaux à faible risque. Et il y a aussi l'introduction d'un principe de multi-établissement qui est très problématique parce que, bon, pour les 4 mécanismes de prévention, un employeur qui a plusieurs établissements, genre Hydro-Québec ou les SAQ, on pourrait dire, ben moi, j'ai un comité de santé et sécurité, un représentant en prévention pour l'ensemble de mes succursales de SAQ. Entre ça et pas de représentant en prévention, c'est à peu près la même affaire. Parce que je ne sais pas comment un représentant en prévention pourrait savoir ce qui se passe à la succursale de Rimouski quand lui est situé à Montréal. Donc, ça, c'est vraiment un gros enjeu pour nous et c'est une décision unilatérale d'appliquer le principe du multi-établissement. Ça appartient à l'employeur. Les travailleurs n'ont aucun droit de parole à ce niveau-là dans le projet de loi tel qu'il est présenté actuellement. Et finalement, il faut savoir qu'il y a quand même aussi une réduction des mécanismes de prévention. Donc, le nombre d'heures prévues pour la libération des représentants de la prévention pour les risques faibles, ça peut être une demi-heure par mois. Donc, rajouter le multi-établissement, comme je vous disais tantôt, c'est tellement, les mécanismes de prévention sont tellement affaiblis qu'on ne voit pas comment on va arriver à faire de la prévention, de la réelle prévention dans les milieux de travail tel que c'est présenté actuellement. Et il y a aussi l'abolition du programme de santé spécifique à l'établissement. Avant, c'était un programme qui était déterminé par le comité de santé et sécurité de manière paritaire. Là, c'est aboli, puis ça vient tout à la charge de l'employeur. Donc, autant dire qu'il ne se passera pas grand-chose. Et au niveau de la construction, je vous ai dit, avant, il n'y avait pas de mécanisme de prévention. Là, on a introduit des représentants à la prévention, mais ça ne tient pas compte de la précarité d'emploi à la construction et on met à risque finalement les gens qui vont se faire nommer représentants à la prévention sur un chantier risquent plus de perdre leur emploi s'ils font quelque chose que de pouvoir faire de la prévention. Dernier point, comme il a été mentionné précédemment, le retrait préventif de la femme enceinte est attaqué. Il faut savoir que là, ce qui est proposé, c'est qu'il soit encadré par un protocole, donc, et que ce soit le médecin chargé de la santé au travail qui soit en charge de le mettre en vigueur et non plus le médecin qui suit la femme enceinte. Le médecin chargé de la santé au travail, finalement, dans le projet de loi, ça devient un médecin qui peut être déterminé par l'employeur. Ce n'est plus un médecin de la santé publique comme c'est le cas actuellement. Donc, c'est un médecin de l'employeur qui peut déterminer le retrait préventif ou non de la femme enceinte. Le cas échéant, le médecin qui suit la travailleuse, si les risques présents dans le milieu de travail sont inscrits dans le protocole déterminé dans la loi, dans le projet de loi, le médecin qui suit la travailleuse pourrait demander le retrait préventif. Sinon, il doit s'adresser soit au médecin de l'employeur ou à la santé publique. Mais ce n'est plus le médecin qui suit la travailleuse qui a le dernier mot. Puis ça, c'est une grande perte parce que c'est lui qui est capable de dire si la femme a des conditions personnelles, si c'est une grossesse à risque, est-ce que le placenta est mal placé, est-ce que ça pose d'autres enjeux. Ben là, on perd ce pouvoir-là. Fait que pour nous, c'est vraiment une grosse perte, puis on va travailler à faire corriger cette disposition-là.
Donc, si on arrive dans le vif du sujet qui est sur la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, quelques petites avancées quand même. Mais il faut savoir que malgré ces avancées-là, c'est vraiment dans la LATMP que le projet de loi fait le plus mal. Fait que là, je vous ai dit qu'est-ce qui faisait mal en prévention, mais attachez votre sucre parce que c'est vraiment là qu'on se fait, entre guillemets, rentrer dedans. Donc, il y a des timides avancées quand même. On introduit des dispositions pour couvrir certaines travailleuses domestiques. Il y a une limite de... Il faut avoir travaillé un certain nombre de semaines, un certain nombre d'heures pour être reconnu, mais on en couvre une certaine partie. Et on couvre aussi les étudiants et étudiantes qui effectuent un stage non rémunéré d'observation. Donc, quand on faisait, par exemple, le bac en enseignement, la première année, on allait observer dans les classes avant, actuellement, si on se blesse quand on est à l'école dans ce stage-là, on n'est pas couvert par la LATMP. Maintenant, ces étudiantes pourraient être couvertes. Il y a aussi l'introduction des obligations de l'arrêt Caron. L'arrêt Caron, en fait, ce que ça vient dire, c'est, contrairement à toutes les autres provinces, le Québec n'appliquait pas les obligations de la Charte des droits de la personne pour l'accommodement raisonnable envers les personnes ayant un handicap. Et donc, toutes les personnes qui subissaient une lésion professionnelle, qui avaient une limitation fonctionnelle, donc qui restaient avec un handicap, l'employeur n'était pas obligé de les réintégrer dans l'emploi malgré la Charte des droits et libertés qui stipule clairement que tu dois accommoder et que tu ne peux pas discriminer. L'arrêt Caron est venu dire en 2018 à la CNESST qu'elle avait l'obligation de s'assurer que les employeurs respectaient la Charte des droits et libertés. Et là, on l'introduit dans la loi. Catch-22, ils l'ont introduit dans la loi avec l'obligation de l'employeur de réintégrer la personne, mais si la commission rend une décision indiquant que l'employeur n'a pas de contrainte excessive pour réintégrer, elle, automatiquement, au dépôt de sa décision, elle arrête l'indemnité de remplacement de revenus de la travailleuse ou du travailleuse. Et là, si l'employeur refuse ou conteste la décision de la commission, mais ça va être quand même le travailleur ou la travailleuse qui n'aura pas de revenus pendant que la commission et l'employeur s'ostinent sur l'accommodement raisonnable. Fait que ça, on est vraiment en désaccord avec cet aspect-là du fait que c'est le travailleur qui supporte le fardeau de l'intégration de l'arrêt Caron dans la loi. Ça n'a aucun sens. Fait que ça, c'était l'avancée sur Caron. Fait qu'on voit que c'est pas vraiment une avancée là, pour les travailleurs et travailleuses. Il y a aussi, comme je vous l'avais dit, l'introduction des termes liés aux risques psychosociaux, mais tout comme dans la LSST, c'était déjà applicable actuellement. Et il y a aussi, dans l'annexe 1, qui devient maintenant un règlement, il y a l'introduction de la reconnaissance de certains cancers chez les pompiers qui reprend pas mal ce que la politique interne de la CNSST prévoyait et il y a l'intégration aussi de la reconnaissance du stress post-traumatique selon des critères bien précis. On rentre dans le pourquoi qu'on fait une campagne contre le PL59 en grande partie, les constats problématiques en réparation. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que tout le monde soit couvert. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que, bon, comme je l'ai dit, les travailleuses domestiques, ça prend un minimum de 7 semaines consécutives avec au moins 30 heures par semaine pour pouvoir être admise et couverte par la LATMP. Donc, ça va être vraiment, tu sais, pour les travailleuses domestiques qui sont à l'embauche d'une seule famille, qui sont là à temps complet, ça ne pourra pas couvrir toutes les femmes de ménage qui se promènent d'une maison à l'autre pour faire le ménage chez les gens. Eux vont demeurer exclus. Et il n'y a rien pour régler la question là, de la cotisation à la retraite pour les travailleurs et travailleuses de la construction. Sur la prépondérance du médecin traitant, il faut savoir qu'actuellement, dans la LATMP, c'est le médecin qui traite la personne qui a souvent le dernier mot. Puis si on veut contredire le médecin qui traite la personne, il y a tout un processus médico-légal qu'il faut suivre. Donc, l'employeur ou la commission doit aller voir un autre médecin. Ce médecin de la commission de l'employeur doit contredire le médecin qui suit la personne et après ça, on a accès au bureau d'évaluation médicale qui est le BEM et c'est lui le médecin arbitre qui va trancher entre les deux opinions médicales. Là, et pour nous, c'était très important que ce soit le médecin traitant qui ait la prédominance et qu'on ne puisse pas renverser ou limiter son opinion de traitement facilement, ce qui existe déjà dans la LATMP. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on dit que
pour tous les aspects de la réadaptation, on va introduire des règlements qui vont faire que le médecin traitant ne pourra plus dire, ben toi, tu as besoin de 20 traitements de physio, pas juste 10 parce que tu as une condition personnelle qui fait que tu guéris plus lentement ou tu as besoin d'une prothèse plus performante pour s'assurer que tu puisses retourner dans ton emploi, par exemple comme débardeur parce que ta prothèse doit résister au froid, par exemple. C'est plein de choses que le médecin actuellement peut prescrire puis dire ben, la personne a besoin de ça pour assurer la réadaptation et le retour à ses capacités prélésionnelles de la personne. Mais là, tout ce qu'on veut faire, c'est mettre un paquet de règlements pour être sûr que le médecin ne pourra plus dévier des politiques existantes de la CNSST actuellement. Parce qu'il faut savoir que présentement, la CNSST a des politiques, applique des critères assez restrictifs, mais nous, on peut aller le contester devant le tribunal et on gagne devant le tribunal parce que justement, il y a une application large et libérale de la loi. Donc ça, on va le perdre. Il y a donc l'abolition de la réadaptation physique qui devient un règlement. Il y a aussi l'introduction d'une nouvelle mesure de réadaptation qui est avant la consolidation. Et là, ça serait un agent de la CNSST qui pourrait dire, ben, toi, tu peux retourner tout de suite à l'emploi, tu sais, peut-être on va alléger un peu ta tâche, mais retourne à l'emploi pour être sûr que tu ne te chronicises pas. Ça, c'est le terme préféré du ministre et des employeurs pour éviter la chronicité de la personne, c'est-à-dire qu'elle reste trop longtemps sur l'indemnité de remplacement de revenus à la maison. On veut qu'elle retourne le plus vite en emploi, ce qui n'est pas faux, mais il faut savoir que présentement, on a l'assignation temporaire qui existe, qui permet un retour en emploi avant la guérison complète de la lésion professionnelle, mais ça demande l'autorisation du médecin traitant. Il faut que le médecin dise oui, en effet, si tu retournes dans ces conditions-là, ça ne te met pas à risque, puis ça risque de t'aider. Là, ce qui est introduit dans le nouveau projet de loi, c'est la commission n'a pas l'obligation de consulter le médecin et on n'a pas le droit de contester la décision de la commission. Fait qu'on va devenir être obligé à se retrouver dans des tâches qui risquent de nous nuire pour la guérison de notre lésion, puis on n'aura pas notre mot à dire. Sinon, on se fait suspendre nos indemnités de remplacement de revenus et nos traitements. Donc, ça, c'est un enjeu. Il y a le bureau d'évaluation médicale dont je vous parlais plus tôt, qui est l'endroit où il y a des médecins arbitres. Présentement, il y a beaucoup d'enjeux sur la longueur pour avoir accès au bureau d'évaluation médicale. En moyenne, c'est 120 jours. Puis si c'est, par exemple, pour avoir un avis psychiatrique, on parle de plus de 500 jours. Là, il y a une introduction où si le BEM n'est pas capable de rendre une décision dans les 90 jours, mais on va faire appel au médecin de la commission. Fait que, quand je vous disais, là, pour avoir accès au BEM, il fallait qu'on a notre médecin traitant, on a, admettons, le médecin de la commission qui contredit notre médecin traitant. On s'en va au BEM pour avoir un arbitrage. Le BEM n'est pas capable de rendre sa décision dans les 90 jours, ben on va avec le médecin de la commission. Fait que c'est totalement injuste. C'est insensé, aux criminels. Si les tribunaux ne sont pas capables de rendre une décision dans les temps, on enlève toutes les charges. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ben non, vu que le tribunal, le BEM n'est pas capable de rendre sa décision, ben on va aller avec la condamnation qui est le médecin de la commission. Fait que c'est totalement inconcevable, c'est injuste, puis c'est inacceptable. Aussi, on rajoute si le médecin du BEM est capable de nous recevoir dans les temps, il aura aussi l'obligation de se pencher, de rendre des diagnostics ou des décisions sur des aspects qui n'avaient même pas été consultés. Donc, avant même que notre médecin traitant se penche sur, par exemple, quelles vont être nos limitations fonctionnelles, avec quoi qu'on va rester comme lésion, ben, ça va être le médecin du BEM qui va trancher à la place de notre médecin. L'accès à l'IRR. L'IRR étant l'indemnité de remplacement de revenus. Il y a beaucoup de nouvelles conditions pour limiter l'accès à l'IRR dans les faits. Donc, avant, ce qui était écrit dans la LATMP, c'est si la personne omettait de se prévaloir de plusieurs mesures de réadaptation, la commission pouvait suspendre son IRR. Par exemple, la personne n'est pas d'accord qu'elle doit aller voir un physiatre ou un psychothérapeute. Bien là, si après plusieurs rendez-vous manqués, la commission pouvait
enlever l'accès à l'indemnité de remplacement de revenus. Là, on change pour une mesure de réadaptation. Et ça, on le vit déjà parce que la CNESST essaie quand même de le faire, puis on réussit à gagner devant les tribunaux. Mais dans les cas où, par exemple, mon enfant est malade, je ne peux pas me rendre à mon rendez-vous de physiothérapeute, mais là, il pourrait enlever mon indemnité de remplacement de revenus. Il y a une tempête de neige, il y a n'importe quoi, on coupe ton indemnité de remplacement de revenus dès que tu manques une mesure. Donc ça n'a aucun sens, ça fait fi de la réalité du monde, là. Donc, c'est vraiment beaucoup trop restrictif. On n'est pas d'accord. On peut, il y a aussi, bon, ben ça, je vous l'ai dit, Caron, donc la contrainte excessive, quand c'est la CNSST qui rend la décision, dès que la décision arrive, on suspend l'IRR, peu importe si l'employeur accepte la décision de la CNSST ou pas. Et présentement, il y a des articles qui prévoient que pour les personnes de 55 ans et plus, les personnes souffrant d'une maladie professionnelle n'ont pas l'obligation de se retrouver un emploi après 1 an. Parce que pour la majorité des personnes, après 1 an où on est consolidé, où il n'y aura pas d'amélioration de notre condition, on a 1 an pour se retrouver un emploi où on donne une indemnité de remplacement de revenus. Pour les personnes âgées de 55 ans et plus qui sont atteintes, par exemple, d'un cancer, on se dit, ben, c'est déjà assez difficile à 55 ans de se replacer sur le milieu du travail. En plus, avec une maladie professionnelle, on ne mettra pas de délai pour que la personne se replace, mais ça, on enlève ça. Donc, que tu aies 55 ans et plus, que tu aies des troubles, des tendinites à répétition ou quoi que ce soit, que tu n'aies plus de force dans les mains, c'est pas grave, va te replacer sur le marché du travail, même si tu n'as aucune formation, parce qu'après 1 an, on te coupe. Et c'est la même chose, il y avait des exemptions pour les personnes de 60 ans et plus. Qui avaient une atteinte permanente, ben, eux aussi avaient une exemption de 12 mois, mais ils la perdent. Fait que là, vraiment, on enlève les personnes de 55 ans et plus, 60 ans, vont avoir doublement de la difficulté à se replacer sur le marché du travail parce qu'ils vont avoir un handicap en plus de leur âge. Puis on parle souvent des gens où ça fait 25-30 ans qu'ils font le même métier, qui sont plus capables de le faire. Donc, on les envoie un peu à la rue si on enlève l'indemnité de remplacement de revenus. Il y a aussi l'abrogation du droit à l'assistance médicale. En fait, c'est des services de santé qui vont être maintenant réglementés. Donc, ça, c'est aussi de manière parallèle une atteinte aux médecins traitants parce que, comme je disais tantôt, si on dit que tu as besoin de 15 traitements de physiothérapeute parce que c'est plus long pour toi, parce que tu fais de la fibromyalgie puis c'est plus long que tu guérisses, bien là, le règlement, lui, il va prévoir 10, peu importe ta condition personnelle, c'est 10 que tu as accès, puis tant pis pour toi si tu ne rentres pas dans la petite case. Donc ça, c'est vraiment une grosse atteinte. Même chose pour les orthèses, prothèses, les médicaments. Donc, si la CNSST prévoit que ce n'est que les médicaments génériques, mais que toi, ta condition fait que tu as une allergie dans un des ingrédients du médicament générique et tu aurais besoin d'avoir accès aux médicaments qui n'est pas générique, ben, si ce n'est pas dans le règlement, tant pis pour toi, tu le paieras de ta poche. Donc, c'est aussi là où c'est indiqué, là, il y a la possibilité de faire payer une partie des traitements par les victimes. C'est parce que justement, si ce n'est pas dans les règlements, ben, ce sera à la personne de payer, surtout si elle n'a pas d'assurance avec son employeur. Puis, il faut savoir que c'est un moyen de transférer les coûts des lésions professionnelles vers la société, vers les travailleurs. Parce que, tu sais, au final, nos assurances privées, ben, c'est nous qui les payons. Donc, on peut s'attendre à ce que ça ait un impact à ce niveau-là. Et là, l'enjeu, c'est qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui va être couvert parce qu'il n'y a pas de règlement encore. C'est à venir. Fait qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que ça pourrait contenir. Si ce n'est qu'on se doute que ça va respecter ce que les propositions vont être de reprendre les politiques actuelles de la CNSST, mais les politiques ne sont pas publiques. On les connaît à force de savoir qu'est-ce qui est refusé puis accepté de manière automatique à la CNSST. Fait qu'on a une idée des balises, là, mais ce n'est pas très clair qu'est-ce que ça va inclure. Au niveau de l'assignation temporaire, il y a des nouvelles modalités qui font que l'employeur peut décider
si c'est lui ou si c'est la CNSST qui verse le salaire pendant l'assignation temporaire, ce qui fait que pour les personnes qui ont plus que le salaire maximum annuel assurable, ça risque de créer des pertes parce que quand c'est ton employeur qui paye, si tu gagnes plus que 70 500, tu vas gagner ton salaire normal. Tandis que si c'est la CNSST, bien, c'est la CNSST, c'est 90 de 78 500. Et même si tu gagnes plus, tu ne gagneras pas plus d'ailleurs qui vont se retrouver pénalisés. Oui? Annie, je peux juste te suggérer peut-être bon. de tourner ta Oui. caméra parce qu'on t'a perdu un petit bout. Je n'étais pas sûre que c'était juste moi, mais peut-être des fois, ça l'aide quand la bande passante est fragile. C'est bon. Attends, je vais trouver Oui. comment fermer ma caméra. Stop vidéo. Comme ça va bien? Merci. Vous Oui, m'entendez encore? oui. OK, parfait. OK. Ben écoute, donc, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Ce que je disais, c'est que finalement, pour le salaire, lorsqu'on est au-dessus du maximum assurable prévu à la CNSST, donc au-dessus de 78 500 la CNSST va seulement nous payer 90 de notre salaire, de ce salaire-là, en fait, de 78 500 tandis que si c'est l'employeur qui nous paye pendant notre assignation temporaire, il va nous payer la totalité de notre salaire. Donc, si on gagne 100 000 par année, ben, ça va être le même taux horaire. Donc, et c'est les mêmes choses aussi, comment les heures supplémentaires, congés, bonus, mais si c'est la CNSST qui nous paye, ce ne sera pas tenu en compte. Donc, ça, c'est une autre perte pour les travailleurs. Dès que l'employeur va décider que c'est la CNSST qui s'occupe de nous rémunérer pendant l'assignation temporaire, on va perdre. Déjudiciarisation du système actuel. Donc, nous, la FTQ a toujours voulu l'abolition du bureau d'évaluation médicale parce que ça ne fait que rajouter des délais. Et là, 80 des décisions rendues par le BEM lorsqu'on se rend au tribunal administratif du travail pour contester la décision du BEM, on gagne à 80 Donc, pour nous, ça ne fait que rajouter des délais qui sont très longs et on arrive souvent à faire renverser les décisions du BEM parce qu'il y a une application large et libérale de la LATMP. Donc, on demandait l'abolition du BEM, ça ne sera pas aboli. Il y a aussi maintien de la révision administrative, c'est ce qu'on appelle la DRA, la Direction de la révision administrative. Ça, c'est en fait, c'est la première étape. Là, par exemple, la commission rend une décision pour notre IRR, par exemple, notre indemnité de remplacement de revenus. On demande une révision, ça s'en va directement à la révision administrative. Et c'est des agents de la CNSST qui prennent la même grille d'analyse que le premier agent qui a pris la décision. Donc, c'est des décisions qui sont reconduites à 95 des cas et ça prend 120 jours pour faire reconduire la décision avant de pouvoir faire appel au TAT. Mais là, on a introduit une manière, puis ça va être super simple. T'sais, nous autres même, les spécialistes, il a fallu vraiment relire plusieurs fois le projet de loi pour comprendre. On ne sait même pas comment le monde va s'y retrouver. C'est hyper complexe, mais on a introduit une possibilité de procéder directement au tribunal administratif du travail selon certains sujets. Donc, là, tu as un sujet, tu peux aller directement au TAT ou tu peux faire appel à la direction administrative, la DRA. Il y a d'autres sujets que tu as juste accès à la DRA. Puis là, si tu fais appel aux deux, le TAT doit directement renvoyer à la DRA. En tout cas, ça devient un cafouillis, là. C'est innommable, c'est vraiment complexe à comprendre tous les chemins puis comment on va arriver à faire contester les décisions de la CNSST. Finalement, on empire la judiciarisation, là, puis on va empêcher les gens de contester parce que des fois, ils vont être hors délai, parce qu'on rajoute plein de délais puis plein de formulaires avec ça, là. Donc, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. L'annexe 1, ce que je vous disais, qui donnait la présomption pour les maladies professionnelles, on la transfère en règlement en espérant qu'on puisse la mettre à jour plus rapidement. C'était ça l'objectif premier. Mais
le gouvernement en a profité pour introduire plein de critères limitatifs qui vont contre la science. Puis ça, plusieurs personnes l'ont dit en commission parlementaire, ça va contre la science, contre la jurisprudence. Donc, c'est vraiment, le but, c'est vraiment d'économiser sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Donc, on introduit des critères sur la durée d'emploi minimum, sur des durées d'exposition minimales. Par exemple, pour le bruit, ça prend au moins 2 ans d'exposition. Les troubles musculo-squelettiques, il y a un paquet de critères. L'absence de conditions personnelles pour des cancers dus au mésothéliome. Il ne faut pas que tu aies fumé 10 ans auparavant. Fait que si tu as un enfant, un petit enfant qui arrive, tu t'allumes un cigare, puis 10 ans après, tu as un mésothéliome, ils vont te dire non, tu ne peux pas être reconnu parce que tu as fumé un cigare il y a 10 ans. Il y a aussi des atteintes minimales. Donc, au niveau de la surdité, il faut vraiment que tu aies une perte de tant de degrés pour ta surdité. La plombémie, c'est 300, 700, en tout cas. Là, c'est la fin de la journée, fait que j'en oublie des chiffres, mais le niveau de plomb que tu dois avoir dans le sang est plus haut que ce que la santé publique recommande. Donc, en gros, ça va même contre l'avis de la santé publique pour la connaissance de la maladie, ce qui est vraiment insensé, en fait. Puis ça, la santé publique l'a nommé pendant la commission parlementaire. Et donc, on vient limiter l'accès à la reconnaissance des maladies professionnelles. On met aussi, c'est ça, un pouvoir réglementaire avec un comité scientifique. Puis c'est pas clair, on ne sait pas comment finalement le comité scientifique, par où ça passe pour en arriver à une modification du règlement. Est-ce que c'est le conseil d'administration de la CNSST où les recommandations vont être acheminées directement au ministre? On ne sait pas. Il y a aussi la modification sur le délai pour faire ta réclamation, puisque présentement, c'est 6 mois à partir de la date où tu sais que ta maladie, elle est liée à ton travail. Là, ça va devenir 6 mois à partir du diagnostic de la maladie. Ce qui veut dire que, admettons que je prends le mésothéliome là, pour le cancer dû à l'amiante parce que c'est le plus facile, mais si ça fait 6 mois que tu as un cancer, que tu es diagnostiqué avec un mésothéliome, mais que ça t'a pris 6 mois avant que l'employeur te donne finalement les papiers qui disent que tu as de l'amiante dans ton milieu de travail, trop tard, tu ne seras pas reconnu. Parce que ce n'est pas des informations qu'on a. On ne sait pas nécessairement tous les contaminants qui sont dans nos milieux de travail. Souvent, il faut faire enquête, il faut aller chercher de la documentation, il faut demander à l'employeur, il faut demander des expertises. Mais si tout ça prend plus de 6 mois, ben, on n'aura plus accès. Et la CNSST pourrait nous relever, si elle le décide dans sa très grande générosité qu'elle n'a pas, de nous relever de ce délai de 6 mois, mais jamais plus de 3 ans après le diagnostic. Bon, là, j'essaie de voir. Oui, il y a des nouveaux délais aussi pour les gens qui décèdent d'une maladie professionnelle. Donc, tu ne peux pas réclamer plus de 5 ans après le décès, tandis qu'avant, on pouvait réclamer dès que tu savais, dans le fond, dès qu'il faisait le lien avec le décès et le travail. Là, ça, 5 ans après, ça ne sera plus bon. Puis, il y a aussi, quand tu fais une réclamation, il faut que tu mettes la liste de tous tes employeurs que tu as eus dans ton formulaire pour faire la réclamation. Tu peux mettre pas mal plus de critères que ce soit pas mal plus compliqué. Surdité, ça, c'est vraiment... Parce qu'il faut savoir que la surdité, c'est la lésion professionnelle qui coûte le plus cher actuellement à la CNSST. Donc là, ils en ont profité pour vraiment limiter tout ça là, pour pas que ça coûte cher. Parce qu'on est en retard sur toute l'Amérique du Nord pour la prévention. On est encore à 90 dBA d'exposition dans le règlement, tandis que tout le monde est à 85. Puis la science démontre qu'on peut commencer à développer des surdités à partir d'une exposition à 75 dBA. Là, ce qu'on nous dit, c'est que s'il n'y a pas une perte auditive de plus de 22,5 dB, on ne te reconnaît pas. Ça doit être bilatéral, donc il faut que tu aies une atteinte égale dans les 2 oreilles. Ce qui veut dire, par exemple, chez les camionneurs, eux risquent d'être souvent exclus parce qu'ils ont souvent une surdité plus importante à l'oreille qui fait face à la route. Donc, eux risquent d'être exclus systématiquement d'une reconnaissance de la lésion, de la surdité professionnelle. Et c'est la première fois vraiment qu'on exclut systématiquement une maladie parce que ça, ce n'est pas juste pour la présomption, là, mais c'est pour l'acceptation d'une lésion professionnelle dans son ensemble. Puis pour la présomption, là, on rajoute encore plus de critères. C'est tous des critères que si c'est l'employeur
prends des moyens de prévention dans ton milieu de travail, par exemple, t'obliges à apporter des coquilles ou des bouchons, a pris des mesures de niveau de bruit, donc tu es capable de démontrer que tu as été exposé à plus de 85 dBA, qu'il a pris que tu utilises du matériel bruyant, donc des scies mécaniques, des choses comme ça, tu vas pouvoir avoir une présomption. Mais si ton employeur n'a jamais fait de prévention, tu n'as pas de mesure de bruit dans ton milieu de travail, tu n'as jamais eu l'obligation de porter des bouchons, tu n'as jamais utilisé une machinerie. Par exemple, c'est souvent le cas des professeurs de gym dans les écoles qui sont dans des gyms où il y a beaucoup de sons qui se réverbèrent sur les murs et il y a de plus en plus de surdité qui sont reconnues chez eux. Bien, eux ne pourront plus avoir la présomption parce qu'il n'y a pas de mécanisme de prévention, il n'y a pas de mesure de niveau de bruit, puis ils n'utilisaient pas de machinerie bruyante. Mais on sait que des enfants, ça peut être bruyant. Oui? Annie, écoute, c'est passionnant, mais le temps file. Oui, c'est ça. Il m'en reste 3-4, puis là, j'essaie de le... Oui, puis... 5 minutes? Non, mais c'est correct. Puis peut-être, je ne sais pas si c'est possible, des fois, de rester quelques minutes après. Oh oui, Des ça, il n'y a questions, pas de problème. je comprends, là, je me tais, là, mais aussi peut-être aller sur qu'est-ce que nous, on peut faire pour agir syndicalement si on veut lutter, parce que je pense qu'on est tous et toutes convaincus que c'est pas une bonne affaire, ce projet de loi-là. Alors, vas-y, je te... Oui, il n'y a pas de problème. Inquiète-toi pas, Isa, j'avais prévu que si ça dépassait, je restais. Je ne débloquais pas. Ça t'a mis de temps. Donc, mais ça, je l'ai déjà dit. Bon, pour les surdités, c'est comme les autres critères, c'est contraire à la science. Là. Nos plus grandes sommités en surdité l'ont dit que ce qu'il y avait dans la loi, ça n'avait pas d'allure. Ça, j'ai déjà dit aussi des pouvoirs accrus à la CNESST, donc beaucoup plus de pouvoirs réglementaires. On ne sait pas ce que ça va donner. Parce que tous les pouvoirs réglementaires qui sont prévus présentement, à part sur la liste des maladies professionnelles, les règlements ne sont pas encore écrits. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Et il faut savoir que là, les impacts chiffrés du projet de loi, quand on lit l'analyse d'impact réglementaire, ça indique que c'est 159 millions de dollars par année de manière récurrente qui va être économisé sur le dos des travailleurs. Puis là, puis ça, c'est juste pour la réparation. Parce que le ministre dit on va économiser des milliards. Oui, on peut économiser des milliards en faisant de la prévention. On n'a pas de problème du tout avec ça. Si on réduit les lésions professionnelles à cause qu'on a fait de la belle prévention, qu'il y en a moins de lésions professionnelles, pas de problème. Là, ce qu'on vient faire, c'est 159 millions par année parce qu'on va refuser d'indemniser du monde. Puis c'est 159 millions de dollars par année qu'on va renvoyer vers le régime public, vers nos assurances privées. Ça, c'est inacceptable. Puis c'est contraire au compromis historique qu'on a fait au début du 20e siècle. Donc, ça, c'est vraiment à la base des problèmes. Puis là, vous pourrez lire exactement, là, parce que j'ai énuméré toutes les économies pour chaque mesure qui introduisent. Puis ça, c'est dans l'analyse d'impact réglementaire qui est disponible aussi, si vous voulez. Je pense que c'est 130 pages de très belle lecture, très zen. Donc, bon, ben, je pense que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'avantage, surtout en réparation. C'est vraiment un projet de loi qui vient, qui permet d'économiser aux employeurs, parce que comme j'ai dit au début, c'est les employeurs qui cotisent à la CNESST pour permettre l'indemnisation des travailleurs. Donc, l'objectif, c'était de diminuer la cotisation des employeurs pour qu'eux soient gagnants, alors qu'ils vont payer un petit peu, genre une demi-heure par mois de libération de représentants en prévention. Fait que c'est pas vraiment une modernisation, c'est quelque chose qui se fait sur le dos des travailleurs. On n'est pas en accord avec ça. Il faut des grands changements dans le projet de loi si on veut que ce soit une réelle modernisation. Et c'est pour ça qu'on a fait une grande campagne de mobilisation. Bon, on l'a dit au début, ça a passé dans la presse, on a des pubs radio. Il y a d'autres capsules vidéo qui s'en viennent sur le site Internet qui vont expliquer les impacts du projet de loi tel qu'il est présenté. Donc, le but, c'est vraiment de sensibiliser toute la société sur les impacts de ce projet de loi-là, de demander d'arriver à faire changer ce projet de loi-là. Pour ça, il va y avoir, ce qui s'en vient, c'est des rencontres de députés de tous les députés qui vont se faire. Donc, on va vous demander d'aller rencontrer vos députés provinciaux, évidemment, et non fédéraux, mais provinciaux pour leur dire comment ça vous atteint,
comment est-ce que ça doit être changé, puis qu'ils ne peuvent pas voter, accepter le projet de loi tel qu'il est présentement. Et il y a d'autres actions qui vont s'en venir, entre autres pour le 8 mars, le 28 avril, parce que là, je vous l'ai dit un peu, mais pour le 8 mars, évidemment, les femmes sont encore attaquées au niveau du retrait préventif, au niveau du maintien de la discrimination systémique et aussi au niveau des maladies professionnelles qui sont encore peu reconnues versus les autres. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient. La campagne, elle a débuté au retour des fêtes, mais elle va continuer tout au long du printemps pour s'assurer qu'on met tout notre pouvoir, notre capacité de faire changer le gouvernement caquiste majoritaire. Fait qu'on on a pour notre argent, admettons, à essayer de faire changer ça. Fait que c'est ce qui faisait le tour de la présentation. Je m'excuse un peu du temps. Comme je vous ai dit au début, c'était la première fois que je le faisais juste ce volet-là. Fait que j'en avais mis plus parce que d'habitude, en 1 heure, je présente les 2 volets puis je passe sur des sujets plus rondement. Mais là, je voulais vraiment vous présenter tout ce qui s'en venait au niveau de la réparation qui va vous impacter directement en tant qu'employé au fédéral. Donc, Isabelle, si tu veux prendre le relais, je vais peut-être arrêter ma... Voilà. Ah oui, c'est bon. Fait que là, on va tous et toutes se voir. Merci beaucoup, Annie, pour la présentation fort éloquente. Tu nous as convaincus. C'est vraiment pas bon, cette affaire-là. Ceci étant dit, j'en comprends qu'il y a une campagne de mobilisation qui a déjà commencé. Je pourrais être moi-même un petit peu sur les réseaux sociaux. Je sais que ça dépend toujours de ce qu'on a sur notre fil Facebook. Ça dépend toujours des algorithmes, mais disons que des PL 59, j'en ai vu passer pas mal. Donc, j'en comprends que c'est bien en branle tout ça et que aussi l'AFPC va pouvoir contribuer à cette mobilisation-là puis à cette campagne de lobby-là. Puis on a un comité d'action politique, puis on a un comité de santé-sécurité, puis j'imagine qu'ils vont... il y a des gens qui sont représentants, représentantes, qui sont présents au webinaire ce soir. Alors, j'imagine qu'ils ont bien saisi le message. Alors, moi, j'aimerais ça parce que j'ai déjà des mains levées. J'aimerais ça céder la parole à François Paradis qui aurait une question pour toi. OK. Bonjour Annie. Premièrement, merci pour ta présentation. Donc, si je comprends bien avec tout ce que tu nous as présenté, là, ce projet de loi-là, 59, là, eh bien, première des choses, ça va être bon pour réduire le coût des cotisations CNSST des employeurs, première des choses. Autre chose aussi, pour nous, au niveau fédéral, ce projet de loi-là est un impact, va être un précédent par rapport à la loi d'obligation d'adaptation d'employeurs. Autre chose aussi, là, avec ce qui a été annoncé, les coûts que le ministre annonce qu'il veut épargner, ben, ce que la FTQ doit faire devant les médias, c'est de faire comprendre à la population que ces coûts-là économisés vont être redistribué aux contribuables parce qu'une personne qui ne pourra plus travailler va se ramasser d'un sur le chômage et après ça sur le BS. Okay? Donc, oui, on va économiser d'un côté pour plaire aux employeurs, mais de l'autre côté, c'est encore nous autres, les contribuables les plus taxés en Amérique du Nord, les Québécois, parce que là, on parle d'un projet de loi provincial. Donc, c'est nous tous qui vont encore en écoper. Sur le côté fédéral, pour nous autres, les employés fédéraux, bien, la retraite médicale, il y a probablement des choses qui vont changer par rapport aux assurances Sun Life, parce que présentement, on est avec la Sun Life, donc il y a peut-être des choses aussi qui vont changer. Et puis, la loi aussi sur l'embauche et la fonction publique, parce qu'on a des lois, on a des specs aussi pour les minorités visibles, que oui, on a les groupes racisés, les femmes, autochtones et autres, mais aussi des gens qui ont un handicap. Donc, avec ce que tu nous as présenté, ça va probablement aussi jouer contre ça aussi. Donc, ce projet de loi-là, c'est assez préoccupant, puis c'est très important que l'AFPC, pas juste au Québec, mais aussi national, avec la FTQ, qu'on fasse comprendre aux citoyens, puis qu'on soit dans les médias, que la facture va être refilée aux contribuables, puis que les travailleuses et travailleurs, ça va être les plus touchés, puis on va nous appauvrir pour enrichir encore une fois le 1% des riches. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter, puis lâchez pas au niveau des FTQ,
continuez fortement votre travail, puis soyez très présents dans les médias. Merci. On compte le faire. Ben, il y a beaucoup de réactions. Alors, je vais en prendre quelques-unes sur le chat, puis ensuite, je vais y aller avec les mains levées. Alors, il y a des réactions compte tenu du fait que les femmes sont encore une fois, je dirais clairement, attaquées dans ce projet de loi-là, ce qui est inacceptable. Également, j'ai une autre question. En fait, c'est Anne-Marie qui demande, va-t-il y avoir des outils de créer chandail, macarons pour manifester notre désaccord? Il y a du matériel disponible sur le site de la FTQ. Donc, là, on peut aller chercher, entre autres, tout le matériel pour les réseaux sociaux parce que c'est sûr qu'on est un petit peu moins dans nos emplois présentement, mais on est aussi en train de travailler là, sur la production de matériel, peut-être plus des autocollants, des choses comme ça, des flyers qu'on va pouvoir donner dans les milieux de travail. Oui, ça s'en vient, mais sur le site de la FTQ, il y a tout. On peut tout downloader, on a accès à tout le matériel qui est présentement disponible pour la campagne. C'est Si sûr je peux me que... permettre, Isabelle puis Annie, là, j'avais juste oublié une petite affaire, un petit 2 secondes. Là. Pendant qu'Annie nous a présenté ces choses, j'ai une petite idée, là, un petit slogan que la FTQ pourrait utiliser. L'impact du projet de loi 59 dans la vie des travailleuses et travailleurs est presque aussi pire que la COVID-19. Effectivement, disons que c'est un sale moment qu'on a traversé, puis ça fait juste en rajouter. Écoutez, oui, puis moi-même, j'ai mis projet de loi 59 autour de ma photo de profil Facebook. Il y a des petites affaires faciles qu'on peut faire parce qu'évidemment, il y a des milieux de travail où est-ce qu'on est en présentiel, mais il y en a encore beaucoup où est-ce qu'on est en travail, télétravail. Donc, je pense que le matériel va tenir compte de ces deux réalités-là. J'ai une main levée. Maintenant, je vais balancer entre le clavardage et les mains levées. Jean Cloutier, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour Annie, merci beaucoup de ta présentation, c'est super bien. Comme tu as mentionné, c'est un projet de loi très complexe que vous avez quand même validé à 3 reprises. C'est quand même complexe pour nous, les représentants syndicaux. C'est sûr que ce n'est pas clair. Je me demanderais si ça serait possible peut-être de faire un genre, éventuellement, là, de faire le pour et le contre. Simplifier pour que ce soit plus facile de présenter à nos membres, pour qu'ils appuient plus davantage le projet là, de renoncer au projet de loi 559. Parce que dans le contexte que c'est là, moi-même, que je suis quand même assez habilité avec ça, j'ai trouvé ça assez complexe, puis je ne suis pas habilité avec ça tant que ça. Fait que je me dis peut-être que ça sera bon de trouver une façon de le simplifier pour le présenter à nos membres. Merci. Bien, merci. En fait, je peux déjà, sur le site santéarabais.com, c'est un peu ce que le site fait. Donc, on a l'introduction, puis après ça, on a le volet prévention, réparation, et c'est fait de manière très simplifiée pour que ce soit très digeste pour les gens. Et dans le fond, tout le matériel est fait dans cette perspective-là. La formation, elle est vraiment pour vous aider à aller chercher un peu plus, mais pour les membres, là, pour distribuer, le matériel est vraiment réfléchi dans cette perspective-là. Donc, je vous invite à aller voir le site santéarabais.com. Puis, on sort souvent soit des lettres d'opinion de Daniel Boyer. On sort beaucoup de matériel aussi qui explique peu à peu le projet de loi. Merci beaucoup. Oui, merci Annie, parce que c'est soit que tu viens faire du terrain avec nous pour expliquer ça ou tu nous fais du matériel simplifié. Alors, je pense que le matériel simplifié, ça va être pas mal approprié. Également, je vais y aller avec une question dans le clavardage. Il y a John qui nous demande, y a-t-il une date d'adoption du projet de loi qui a été avancé par le gouvernement? Non, là, présentement, où on en est, on attend la commission d'études article par article parce que lors de l'adoption du projet de loi, ça a été la condition, ça a été demandé par les partis d'opposition qu'il y ait une commission article par article. La problématique présentement, c'est qu'on ne sait pas avec les mesures sanitaires, c'est les commissions, comment qu'elles vont avoir lieu. Là, ils sont en discussion avec le gouvernement. Habituellement, ils peuvent avoir 4 commissions qui roulent en même temps, mais en étant en virtuel,
partiels, ils ont juste la capacité d'en faire 2 à la fois. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. On sait que le ministre veut que ça avance assez rapidement. Il va y avoir une rencontre la semaine prochaine avec les partis d'opposition pour discuter des amendements possibles pour faire avancer l'étude article par article plus rapidement. Donc, il y a une volonté gouvernementale de faire avancer le projet de loi rapidement. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que ça va se faire? On ne sait pas là-dessus. Mais on ne s'attend pas vraiment, dans le meilleur des scénarios, on ne voit pas d'adoption avant la fin du printemps, là. Puis dans le pire des scénarios, ça serait remis à l'automne prochain, mais là, on va drôlement s'approcher des campagnes électorales. Et là, est-ce que le Legault va vouloir mettre ça sur la table en campagne électorale? Tout est au jeu. Merci, Annie. Si je regarde dans le clavardage, je n'ai pas de nouvelles questions. Je ne vois pas non plus de nouvelles mains levées. Donc, peut-être une dernière chance. Si vous avez une question pour Annie, c'est maintenant. Non? Alors, oui, Yvon. Merci Isabelle. Puis écoutez, je ne vais pas étirer nécessairement encore plus longtemps, mais un peu répondre pour certaines préoccupations que j'ai vues sur le chat et de gens. Mais définitivement, le site Le Rabais, il est extrêmement bien fait. Puis en lien avec la campagne, je dois vous avouer là, que j'ai assisté à la présentation de Daniel Boyer à la commission parlementaire. Et vous savez, c'est toujours très chronométré. Il y a des questions, il y a 30 secondes, 3 minutes. Écoute, Daniel Boyer a fait une job exceptionnelle avec toutes les questions qu'il a pu avoir. Merci Annie aussi, je pense que tu l'as aidé à cette préparation-là. Et il va y avoir beaucoup d'éléments, mais je pense que notre rôle, c'est parce que ce soir, on est un peu plus de 40, et je crois que c'est nos membres qui ne sont pas au courant, parce que souvent, à un moment donné, ils disent « Ah, c'est une loi provinciale, on n'est pas assujetti. » Il y a un nouveau projet de loi aussi de la loi 65, là, du Code canadien qui s'en vient. Donc, ça va tout uniformiser. Non, pas du tout. De toute façon, il faut travailler au niveau de la prévention pour nous autres, puis il faut travailler aussi pour l'ensemble des travailleurs du Québec, parce que c'est définitivement un recul ce qui va se passer en ce moment. Moi, ce que je vous suggère, on est 40, donc chacun 5-10 personnes. Dès demain, on commence à passer des flips ou des invitations. Comme disait Isabelle, pour au moins là, chacun entre 25 et 300 amis, il y en a qui en ont même plus, mais au moins d'aller chercher le fameux, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais la banderole Facebook pour la loi 59. Je pense que ça vaut la peine que tout le monde le fait. Mais il faut absolument mettre notre pied à terre et conscientiser. Juste cette semaine, je pense que Daniel Boyer et Denis Bolduc ont dû faire à peu près 5 ou 6 entrevues du 98,5 à Radio-Canada, aussi à Michel Auger. Donc, il faut quand même, là, je pense, nous, de notre côté, avec nos membres, nos milieux de travail, faire une éducation et les informer que cette incidence de cette loi-là peut être extrêmement dangereuse pour demain et les années à venir. Donc, Isabelle, je te laisse le plancher s'il y a d'autres questions. Mais encore une fois, là, Annie et Isabelle, merci d'avoir organisé cette activité-là. C'est très important. Merci Yvon. Merci beaucoup Annie pour ta disponibilité. Je sais que tu es une personne très occupée par les temps qui courent. Tous les affiliés de la FTQ te demandent justement de faire un peu comme tu as fait avec nous ce soir. Donc, merci infiniment et merci aussi de revenir avec nous la semaine prochaine pour toutes les sections locales qui sont sous juridiction provinciale. On va rentrer plus en détail dans certaines mesures qui vont les affecter encore plus. Donc, écoutez, on vous avait fait une promesse de finir quand même aux alentours de 19h30. Je pense qu'on a quand même rempli cette promesse-là. On a presque réussi. Et maintenant, j'avais quand même levé ma main. Je voulais juste dire, là, en accord avec Yvon, là, que c'est sûr qu'en ces temps de pandémie, là, on est 40 représentants syndicaux très impliqués. Puis c'est important de passer le message à nos membres parce que nos membres ne sont pas au courant présentement de cette situation-là. Donc, comment on peut, en temps de pandémie, transmettre l'information à nos membres pour qu'ils soient contre ce projet de loi-là? C'est juste ça que je voulais dire en terminant. Tout à fait. Je pense que c'est un beau mot de la fin, Jean. Je pense que c'est maintenant, une fois qu'on sait ça, là, une fois qu'on sait les choses, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Fait que je pense que ça va être de prendre le leadership sur ce dossier-là puis de voir comment est-ce qu'à la FPC Québec, on s'organise pour lutter contre le projet de loi 59.
Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre présence. Merci parce qu'on était plus de 40 ce soir et quand on fait des événements web, c'est ainsi, vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Donc, on l'apprécie beaucoup. Sans vous, rien ne serait possible, vous le savez très bien. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne soirée puis au plaisir de se revoir dans notre prochaine activité syndicale. Merci. Merci à toi, Isabelle.